Du coup, pour commencer, je vais parler un petit peu des différents outils du SOC. Avant ça, je vais faire une petite définition du SOC, histoire que tout le monde soit à la même page. Donc un SOC, hein, c'est Security Operations Center. Dans une entreprise, ça désigne une division qui assure la sécurité opérationnelle de l'organisation, tout simplement. Et donc en fait, il peut y avoir diverses tailles de SOC, avec pour les grandes organisations jusqu'à 50 ou même 100 personnes. Et pour les plus petites entreprises, donc deux ou trois personnes, ou même une seule personne peut remplir le rôle du SOC. Donc après, le SOC, ça peut être divisé ou spécialisé dans diverses activités. Il y a toute la détection, le monitoring, l'analyse des incidents de sécurité. Mais il y a aussi typiquement de la veille ou de la gestion en vulnérabilité. Des fois, c'est des SOC qui font ça, des fois, c'est des unités un peu isolées. Il y a toute la partie aussi réponse à incident. Donc, dans les grandes entreprises, c'est souvent des entités qui s'appellent CERT ou CSIRT qui réalisent ça. Dans les plus petites entreprises, c'est le SOC qui fait office un peu de toutes ces activités-là. Donc, mais globalement, hein, l'objectif du SOC, c'est de détecter, d'analyser et d'intervenir en cas d'incident de sécurité informatique. Et pour ça, donc, je vais repasser un petit peu sur les différents outils dont le SOC dispose. Donc, à l'origine, en fait, hein, pour détecter des incidents de sécurité ou pour détecter des activités malveillantes, la première source d'information du SI et de l'infrastructure de l'entreprise, c'est vraiment au niveau des logs. Donc, au début, en fait, on avait un stockage des logs décentralisé avec une certaine logging policy qui est mise en place sur les systèmes propres et un stockage à court terme sur chacun des différents systèmes. Ensuite, on a commencé à faire des puits de log justement pour le SOC, pour qu'il ait des outils et qui permettent du coup une collecte de ces différents logs de manière centralisée, un stockage un peu plus long terme et du coup, avec cette normalisation des logs, une analyse et une recherche et puis des rapports, voilà. Petit à petit, on a voulu rajouter en fait une couche de sécurité. Et du coup, dans le début des années 2000, il y a des solutions qui ont commencé à apparaître, qui s'appellent les SIEM en fait, tout simplement, et qui permettent de rajouter de l'intelligence sur ce puits de log, d'agréger en fait les logs entre eux, de corréler, d'établir des règles qui permettent de détecter des activités malicieuses, et puis donc tout ça avec une certaine intelligence, certaines listes et un esprit outil de ticketing, alerting, etc. Et donc depuis les années 2000, qu'est-ce qui s'est passé et vers où est-ce qu'on va demain? Donc pour voir un petit peu comment ça se développe, on va voir ensemble deux use cases. D'abord, comment on répondait à ces use cases et ces scénarios d'attaque avec un SIEM, et ensuite, récemment, comment de nouveaux outils peuvent répondre aussi à ces scénarios d'attaque et ces use cases. Donc d'abord avec un SIEM. Donc typiquement, les deux scénarios d'attaque que j'ai choisis, hein, c'est des scénarios assez simples que tout le monde comprend et connaît. Donc sur la thématique authentification, identité, on a le brute force ou le password spraying par exemple. Et sur la thématique un peu réseau, attaque sur le réseau, on a typiquement donc, les scans d'IP, scans de port et les communications vers des command and control ou des sources malicieuses. Donc, ce qu'on fait avec un SIEM, hein, globalement, c'est qu'on récolte les différents logs des différentes infrastructures. Ensuite, on les normalise, on extrait certains champs. Donc ici, on peut voir, hein, j'ai pris deux exemples de logs un peu. Donc c'est un log Windows où on voit qu'un utilisateur a pas réussi à s'authentifier. Et ici, on a un log firewall, firewall deny. Et une fois qu'on a ces logs et qu'on les a traités, eh bien justement, on écrit ces règles de corrélation, on les définit. Est-ce qu'on dit que c'est 100 échecs en une minute pour détecter un brute force? Est-ce qu'on dit que c'est 10 échecs depuis une même source IP et plusieurs destinations pour un password spraying? De la même manière pour un scan. Il y a, voilà, on peut dire que c'est 200 IP scannés sur un même port. Depuis, avec les log firewall, on peut voir tout ça. Et en fait, donc toute cette action et tout ce travail est faite par le SOC, par les analystes du SOC. Donc c'est eux qui doivent collecter les différents logs, les normaliser, réfléchir aux différentes use cases et différents scénarios de surveillance, et essayer d'être le plus exhaustif possible.
Donc tout ça, en fait, c'est vraiment un challenge pour les différents SOC et il y a besoin de nombreuses ressources, de nombreuses personnes expérimentées pour pouvoir réaliser cette surveillance. En plus de ça, un SIEM, ben, ça ne fait qu'informer en fait. Avec les informations qu'il y a là, hop, ça génère une alerte. Ça dit attention, ici il y a quelque chose de louche en fonction des différentes règles qu'on a mis en place. Également, donc peut-être vous l'avez compris, mais ça ne montre que ce qu'on a configuré euh, pour nous montrer. C'est-à-dire que si on a configuré 3 règles pour du brute force et qu'il y a un brute force qui est fait d'une autre manière, on ne le verra pas forcément. Donc, ça, c'était comment on faisait avec un SIEM, ou comment on fait toujours avec un SIEM dans les différents SOC. Maintenant, on part d'une toute nouvelle manière de faire avec des nouveaux outils qui ont commencé à émerger récemment. Ces outils, en fait, sont faits par des différents constructeurs et répondent au même use case, donc veulent surveiller et veulent détecter les mêmes attaques informatiques. Donc, typiquement, pour détecter des attaques sur l'identité, donc du brute force, etc. Aujourd'hui, on a des outils comme UBA ou des outils de protection de l'identité. Donc, UBA, c'est User Behavioral Analysis ou analytique, euh, ou des EDR ou des antivirus next-gen qui ont cette détection et cette expertise dans la solution intégrée. Donc, ça permet de répondre à ce use case-là. De la même manière, côté réseau, on a maintenant, en dehors du SIEM, donc sur des outils particuliers de type NDR ou NTA. Donc NDR, c'est Network Detection and Response, et NTA, c'est Network Traffic Analysis. Donc c'est des outils typiquement qui sont faits pour détecter ce genre d'attaque. On n'est plus dans l'optique de récupérer les logs, mais vraiment plutôt d'installer ces outils et de laisser ces outils sortir les différentes alertes. Donc, qu'est-ce qui se passe ici comme shift? C'est qu'on passe d'un savoir et d'un rôle qui est vraiment au niveau analyste, où les analystes doivent eux-mêmes faire les règles de surveillance, à vraiment des outils qui sont construits et dont la détection a été faite par le constructeur, expert en sécurité, et donc qui va apporter en fait une détection beaucoup plus exhaustive que dans des SIEM ou dans des SOC faits, disons, à l'ancienne. Il y a un gros avantage aussi, c'est que là où le SIEM ne fait pas la remédiation, on a toute une action automatique et immédiate qui est apportée par des outils comme le DR, le NDR, etc., qui vont automatiquement répondre, bloquer tel IP, bloquer tel compte, en fonction de la détection qui a été mise en place. Donc on a vraiment ce shift qui, petit à petit, avec ces nouveaux outils, où on passe d'une logique où on récupère des logs à une logique où on installe des outils et on regarde des alertes. Donc c'est bien, mais en fait, tout ça, ça apporte de nouvelles problématiques où on a d'un côté ce SIEM, d'un côté ces nouveaux outils. Comment est-ce qu'on fait pour allier les deux? Ben, déjà pour les SOC un peu anciens, avec déjà un SIEM, les gens restent très SIEM centrés. Ils ont du mal à voilà, se dire qu'est-ce qu'on fait? Typiquement, est-ce qu'on prend les logs générés par ces outils? Ou alors et on les met dans le SIEM et on refait des règles de détection avec? Ou alors est-ce qu'on prend les alertes de ces outils, on le met dans le SIEM et le SIEM alors ne sert que de passe-plat? Il y a toute une logique ou une réflexion qu'il faut mettre en place pour intégrer ces outils en plus du SIEM qu'on a déjà. Du coup, bah, également, il y a beaucoup d'outils qui commencent à voir le jour. Ça fait de nombreuses sources d'alerte différentes. Euh, on manque de contexte global, puisqu'en fait, bah, chaque outil a son propre contexte. Chaque outil va avoir sa définition client, ses whitelists, ses backlists, etc. Et puis, bah, les analystes, pour travailler, ce qu'ils aiment bien, c'est d'avoir un seul outil centralisé pour pouvoir collaborer, pour avoir du reporting, typiquement faire un peu du ticketing. Et donc, pour répondre à ces nouveaux problématiques, comment est-ce que les différents outils s'orientent? Donc, comme je dis aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir ces différents outils, un SIEM ou pas, et ça, je vais y revenir, et du coup, un SOAR ou un XDR qui vont permettre en fait disons, mettre un peu de glue
avec tous ces outils et permettre au SOC de mieux travailler. Donc, je vais détailler un petit peu plus ce que les SOAR ou XDR peuvent faire. Aujourd'hui, donc, SOAR, c'est Security Orchestration, Automation and Response. XDR, c'est Extended Detection and Response. Donc, le SOAR, en fait, c'est, si on veut un peu voir la différence entre les deux, le SOAR, il ne fait pas vraiment de la détection. Il est vraiment plus sur de l'aide à de l'automatisation et de la réponse. Il va s'interconnecter aux différents outils et servir de plateforme pour le SOC, de facilitateur. Le XDR, lui, il va aussi servir de facilitateur, mais il y a vraiment cette couche de détection qui est en plus par rapport au SOAR. Souvent, en fait, un XDR est collé à un EDR ou un NDR, mais pas toujours. Enfin, voilà. Donc, les différents avantages de ces produits, en fait, c'est qu'encore une fois, ils vont centraliser les différents outils et solutions de sécurité. Ils vont du coup contextualiser le contexte des clients avec un enrichissement qui va pouvoir être fait sur les différents IOC avec de la CTI. CTI, hein, c'est Threat Intelligence. Ces outils, en fait, ils sont designés pour être ouverts, ils sont faits pour communiquer avec les différents outils de sécurité via des API, ils sont faits pour avoir des scripts, etc. Il y a vraiment une notion aussi de playbook ou de procédure. Dans un ancien SOC, en fait, les analystes, ils se reposent sur des procédures des fiches réflexes ou des procédures de réaction, de réponse en fonction des différents incidents. Eh bien, ces outils ne vont pas écarter ces procédures, et vont vraiment les prendre dans leur cœur. Et du coup, en fait, c'est vraiment une aide aussi pour les analystes qui vont tout de suite savoir quoi faire quand l'alerte va arriver. Et parmi ces procédures, ces outils vont pouvoir les automatiser, donc que ce soit automatiser l'enrichissement, l'analyse ou même carrément la remédiation, comme je disais plus tôt. Et comme ces outils centralisent et servent vraiment de point focal pour la sécurité, ben, on va pouvoir générer des KPI et avoir vraiment une vision globale pour l'entreprise de la sécurité opérationnelle. Donc tout ça, c'est vraiment un shift qui se fait entre le SIEM de hier et plein d'outils de sécurité plus les SOAR et XDR. Et ça va permettre en fait aux petites et moyennes entreprises de aussi avoir un SOC, puisqu'avant ils avaient besoin de, disons, plein d'analystes pour pouvoir créer ces règles de surveillance, maintenir le SIEM, etc. Mais aujourd'hui, ils peuvent se reposer sur différents outils de sécurité qui répondent à leur use case et des outils d'aide, disons, et d'orchestration comme le SOAR et le XDR. Ça me permet aussi de faire une petite transition. C'est en fait sur cette logique et cette dynamique que Nomios se place également, donc pour commencer à construire une offre SOC. Donc l'offre SOC Nomios va reposer sur 3 piliers. Donc premier pilier, les 2 premiers piliers, donc expertise et automation. Donc comme j'ai dit, en fait, il y a avant les anciens SOC nécessitaient de nombreux analystes, notamment donc des analystes expérimentés, qu'on dit L2, niveau 2 ou niveau 3, mais aussi beaucoup d'analystes niveau 1 qui traitent en fait tous les incidents de sécurité qui sont procédurés, sont simples, etc. Et bien grâce à ces outils, tout ce travail d'analyste niveau 1, il va pouvoir être automatisé. Et du coup, on va pouvoir garder seulement l'expertise nécessaire et construire un centre d'expertise qui, au lieu de se concentrer sur des tâches potentiellement répétitives, va se concentrer pour faire de la vraie sécurité à grande valeur ajoutée. Et ensuite, donc, contextualiser sur mesure, le SOC Nomios, en fait, à chaque onboarding de client, on va se reposer sur une méthodologie d'analyse de risque en fait, du client en question, basée sur un framework qui est le framework MITRE ATT&CK. Donc le framework MITRE ATT&CK énonce différentes attaques. Et donc nous, grâce à notre analyse de risque, on va pouvoir dire, ben voilà, sur cette attaque-là, on peut te couvrir avec ce use case-là, puisque ça te concerne. Et avancer comme ça, vraiment être transparent avec le client sur ce qu'on couvre et sur les attaques sur lesquelles il est le plus vulnérable, et avancer petit à petit. Et sur mesure, puisque grâce à ces différents outils, en fait, les grandes entreprises comme les petites peuvent avoir accès à ce service SOC.
Donc voilà, donc j'ai fini pour ma partie les différents outils du SOC. J'espère que j'ai été assez clair là-dessus. N'hésitez pas si vous avez des questions.